Bonjour Boris, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de la cétogénèse. Boris, dernièrement, tu t'es beaucoup intéressé à la cétogénèse et tu as pratiqué des jeûnes prolongés, donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Bonjour Victor, oui, merci de m'avoir sollicité sur ce sujet qui nous tient à cœur, sur lequel je me suis un petit peu plus penché ces derniers temps, parce qu'on entend quand même pas mal de choses sur la cétogénèse et des choses parfois un peu contradictoires. Tout d'abord, qu'est-ce que la cétogénèse? Alors, la cétogénèse, euh, c'est quelque chose, c'est un processus physiologique, moléculaire, biochimique plus exactement, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails biochimiques, c'est pas le sujet. Globalement, pour faire simple, on connaît un certain nombre de voies métaboliques qui permettent d'utiliser les protéines, les sucres, mais aussi les graisses. Et donc, quand on utilise, qu'on dégrade une source d'énergie, on appelle ça du catabolisme. Et au sein du catabolisme des graisses, c'est-à-dire l'utilisation de nos réserves graisseuses, eh bien, il y a deux grandes façons de le faire. L'une qui va être ce qu'on appelle la bêta-oxydation, donc on va libérer des graisses dans le sang et les muscles notamment vont les utiliser, les dégrader. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait du sport, notamment au-delà d'une heure. Mais bon, ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet. Et puis la deuxième possibilité, c'est la cétogénèse. Et donc la cétogénèse, c'est le foie qui va capter les graisses qui sont mises à disposition comme carburant et qui va les transformer en trois molécules de l'acétone. Et oui, le fameux acétone qu'on utilise, on en produit aussi un tout petit peu, mais après on va vite l'éliminer en réalité. Et puis il en reste deux autres qui sont importants, l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate qu'on abrège BHB et qui est le mieux connu parce qu'il est facile à doser. On se pique le doigt, ce que je me fais 2 à 4 fois par jour depuis des mois. Et donc on peut le doser exactement comme on ferait pour doser la glycémie chez les diabétiques. C'est le même type d'appareil et donc je dose les deux de façon régulière en effet. Voilà, donc la cétogénèse, c'est cette fabrication de corps cétoniques et notamment du BHB pour permettre d'aller nourrir un certain nombre d'organes en utilisant les graisses. Ok, donc tu as commencé à répondre un petit peu à ma deuxième question qui était à quoi sert cette cétogénèse? À quoi sert cette cétogénèse? Elle sert à donner du carburant au corps et donc il y a un rôle évidemment énergétique. Alors bien sûr, ça va certainement aussi au-delà, mais ce rôle énergétique, il est vraiment au cœur de la cétogénèse. Donc la cétogénèse, l'objectif, c'est d'utiliser les graisses. C'est une des deux façons principales d'utiliser nos graisses en période où on ne mange pas, ce qu'on appelle période postprandiale, interprandiale ou période de jeûne, puisque on n'est pas censé manger forcément tout le temps et ni tous les jours. Et donc il y a des périodes où on stocke et puis il y a des périodes où on déstocke. Et cette cétogénèse, elle permet de donner de l'énergie à certains organes comme le cerveau, qui lui ne peut pas utiliser directement les graisses, contrairement aux muscles. Donc en période de jeûne ou d'effort physique prolongé, les muscles peuvent, selon le type d'effort, utiliser directement les graisses. Néanmoins, ils préfèrent utiliser les corps cétoniques, notamment le BHB, parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et le cerveau, en période de jeûne, fonctionne principalement avec la cétogénèse. Et donc comment provoque-t-on cette cétogénèse? Alors, pour provoquer la cétogénèse, on va dire qu'il y a deux grandes façons de le faire. Soit on va manger très gras et on va se débrouiller pour ne pas manger de sucre, mais ça on pourra y revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que je mange des glucides, que ce soit des sucres simples, des sucres complexes, des sucres rapides, des sucres lents, peu importe, je déclenche de l'insuline. Et cette insuline va bloquer la cétogénèse en disant « Oh là là, il y a du sucre, on s'occupe du sucre », et voire même on le stocke en graisse, donc du coup c'est le mécanisme inverse en fait. Donc il faut prendre une précaution, c'est de ne pas manger de glucides, et donc dans les régimes qu'on appelle low carb ou cétogène, eh bien on ne mange pas très peu de glucides, en général moins de 20 grammes par jour, pour certains c'est moins de 15 voire moins de 10 grammes par jour, et à ce moment-là, en mangeant suffisamment de graisse végétale ou animale, je vais stimuler la transformation de cette graisse en énergie, et donc
C'est ce que j'appelle moi une cétogénèse d'apport, hein. Donc c'est une cétogénèse qui fait suite à une ingestion de graisse, c'est une cétogénèse postprandiale. Donc ça, c'est le premier type de cétogénèse, c'est celle qui est très utilisée dans les régimes alimentaires dits régimes cétogènes. Donc ça peut être avec de l'huile de coco, ça peut être en mangeant du beurre, etc. L'autre possibilité, c'est une cétogénèse de jeûne, et donc c'est une cétogénèse de déstockage, de catabolisme. À ce moment-là, je vais puiser dans mes réserves de graisse, hein, la fameuse bouée abdominale, ou dans les cuisses, dans les fesses, etc. Et cette graisse, du coup, est déstockée grâce à de l'adrénaline notamment, et va permettre cette cétogénèse. Et donc là, on est dans une cétogénèse qui est un peu différente. Les concentrations ne sont pas les mêmes, les hormones impliquées ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, c'est le deuxième type de cétogénèse. Alors, des fois, on entend que la cétogénèse peut être dangereuse. Est-ce que tu peux nous expliquer? Là, on décrit, et d'ailleurs dans nos études médicales, on nous a expliqué qu'attention, l'hypercétogénèse pouvait entraîner une acidification du sang parce que les corps cétoniques, hein, le BHB et le cétoacétate sont acides, et du coup pouvait entraîner des problèmes graves, voire même un coma, ce qu'on appelle une acidose, donc c'est cette augmentation d'acidité du sang, donc une acidose qui en l'occurrence peut donc elle-même mener au coma et puis avoir d'autres problèmes et même à l'extrémité entraîner la mort. Donc ce coma, on l'appelle acidocétosique, c'est-à-dire qu'il est acide et il est lié à la cétogénèse. Bon, mais ça c'est très particulier et en fait ça ne survient que s'il y a un emballement complet, une dérégulation totale de cette cétogénèse, parce qu'elle est toujours régulée par, on l'a vu tout à l'heure un petit peu, par l'insuline, c'est-à-dire qu'en fait on sécrète toujours des petites quantités d'insuline. Alors à l'heure actuelle on en sécrète beaucoup trop avec nos régimes modernes, mais ces petites quantités d'insuline suffisent à exercer un petit frein sur la cétogénèse, et donc on va pouvoir, si on la dose par exemple, alors on parle souvent en millimolaires, on va être en général entre 2 et 6 millimolaires, de façon très progressive parce qu'il y a ce contrôle. Dans les cas où il n'y a pas d'insuline, où on aurait un problème, où on aurait une maladie qui fait qu'on n'a pas d'insuline du tout, là à ce moment-là il peut y avoir un emballement en quelques heures de la cétogénèse avec des concentrations qui peuvent aller au-delà de 10 par exemple, en quelques heures à peine, donc le corps a en plus pas le temps de s'adapter, et là à ce moment-là, c'est là qu'il y a cette hypercétogénèse et les risques d'acidocétose. Ça, c'est dans un cas très particulier, parce que le contexte où on n'a pas d'insuline, par définition, ou extrêmement peu, c'est le diabète de type 1. Donc ce qu'on appelle une insulinopénie, on a un trouble qui fait que on n'arrive pas à sécréter de l'insuline, les gens perdent énormément de poids, etc. Bon, dans ce cas particulier, effectivement, la cétogénèse peut être dangereuse. Là, c'est une cétogénèse donc chez quelqu'un de malade. En revanche, chez quelqu'un qui n'a pas de maladie, la cétogénèse ne présente aucun danger. Et la preuve, c'est que là où elle est le plus stimulée, c'est sur le jeûne très long, les jeûnes prolongés. Et les jeûnes prolongés, on les voit parfois dans des grèves de la faim. Alors, je parle juste de grève de la faim, mais où les gens peuvent s'hydrater. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle un jeûne hydrique. Et dans ces cas-là, même après parfois plusieurs mois de cétogénèse, eh bien, si les gens finissent par mourir un jour, effectivement, parce qu'on meurt toujours un jour de grève de la faim, eh bien là, à ce moment-là, c'est parce qu'on n'a plus de graisse, la cétogénèse ne peut plus fonctionner, et on va taper dans les muscles, et à ce moment-là, il y a d'autres problèmes métaboliques qui fait que là, à ce moment-là, on va mourir d'une dénutrition très très sévère. Donc non, la cétogénèse, lorsqu'on n'est pas malade, lorsqu'on n'a pas de diabète de type 1, eh bien, n'est jamais dangereuse et au contraire, elle est extrêmement favorable pour le diabète de type 2, qui est un diabète où on a un excès de poids et on veut perdre de la graisse, justement. C'est le traitement miracle en quelque sorte, notamment en ce qui concerne la cétogénèse de jeûne. Donc si on peut récapituler, la cétogénèse n'est pas dangereuse pour l'immense majorité de la population. Elle peut être dangereuse dans des cas très particuliers qui ne sont en général pas liés au jeûne en tant que tel, mais plutôt liés à une maladie qui entraîne l'absence d'insuline. Exactement.
Alors, peut-on mener une journée normale en cétogénèse et pratiquer le sport? Alors oui, bien sûr, tout à fait. Alors, il faut différencier peut-être deux cas de figure. Le premier cas de figure qui est celui de la personne qui n'est jamais tellement en cétogénèse à cause de son mode de vie, etc. et qui donc va se mettre à faire du jeûne intermittent, à adopter un régime cétogène, bref, à être en cétogénèse. Donc là, à ce moment-là, elle va rencontrer quelques modifications au niveau physiologique sur lesquelles on peut éventuellement revenir. Bon, néanmoins, quelqu'un qui est déjà en cétogénèse, qui est déjà adapté d'un point de vue métabolique, tel qu'on devrait tous l'être, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, eh bien, il n'y a pas de différence. Par exemple, en ce qui me concerne, mais en ce qui te concerne aussi, Victor, vu qu'on ne prend pas de petit déjeuner le matin, on a d'ailleurs dédié un podcast à ce sujet, sur l'escroquerie du petit déjeuner. De la même façon, dans un certain nombre de jours, on ne mange qu'une seule fois dans la journée, pas tous les jours, mais souvent. Donc, à ce moment-là, on est en cétogénèse. Et ça ne nous empêche pas de mener une vie parfaitement normale. Et même au contraire, en réalité, il y a des vertus. Et outre les vertus, on va dire, biochimiques, il y a des vertus aussi au niveau de l'efficacité, de la productivité, parce que cette cétogénèse, et c'est bien connu des psychiatres, a tendance à augmenter un peu l'humeur. Donc on est souvent de meilleure humeur, on est un peu plus speed, mais sans être forcément non plus, sans avoir les effets secondaires du café. Mais c'est comme si on prenait un peu de café sans les palpitations, sans la nervosité, sans les troubles du sommeil. Bref, c'est un état qui est très intéressant. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Donc oui, on peut bien sûr passer une journée normale en cétogénèse et voire même être bien mieux que d'habitude et retrouver un certain dynamisme et une certaine productivité, une certaine concentration. Et ça, c'est vraiment très appréciable. La deuxième partie de la question concerne le sport. Alors pour le sport, il faut savoir que de toute façon, au-delà d'une certaine durée, on est obligatoirement en cétogénèse. Obligatoirement, parce qu'on a épuisé nos réserves de sucre. D'ailleurs, le foie en garde toujours un petit peu, donc on ne va jamais jusqu'à l'épuisement du fameux glycogène. Et quand bien même si on allait jusqu'à l'épuisement, le glycogène ne nous permettrait pas de tenir au-delà d'une heure. Et souvent, en fait, on commence la cétogénèse même déjà dès 3/4 d'heure d'exercice. Donc, pour la plupart des exercices un peu soutenus ou que l'on va prolonger, on va les faire obligatoirement en cétogénèse. Et si on les commence en cétogénèse, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas besoin de faire cette adaptation métabolique, hein, de passer du je déstocke que du sucre à d'un coup je vais utiliser les corps cétoniques. Ben non, on les utilise depuis le départ, donc finalement c'est plus facile. Et il y a des sportifs qui du coup redécouvrent le sport tel qu'il était fait autrefois en cétogénèse, avec notamment des gens qui font de l'athlétisme, du bodybuilding, du culturisme, qui ont des corps impressionnants sous cétogénèse. Ouais, bah c'est vrai que moi, si je pouvais compléter ça, je dirais que pour le pratique de sport d'endurance, ça permet de faire des exercices sur de longue durée sans avoir de coups de fatigue. Après, peut-être que pour des sports où il y a une recherche d'explosivité, là-dessus, je suis peut-être un petit peu moins, je suis peut-être un petit peu moins convaincu. J'exclus pas qu'il puisse y avoir un intérêt à avoir des réserves de glycogène bien remplies. Euh, c'est quelque chose que certains sportifs décrivent en tout cas. Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que on voit bien que si on veut faire un sport explosif en fin de journée où on a fait, où on n'a pas, on est vraiment en cétogénèse, on se rend compte que parfois on peut manquer un peu de peps. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti également. Je pense que sur les efforts très explosifs, euh, si on recherche que la performance, pas forcément que le côté santé, mais dans la recherche de la performance, il n'est pas exclu que le glycogène permette de faire mieux. Oui. Alors pourquoi cette cétogénèse est-elle si importante? Alors, l'importance de cette cétogénèse, on peut y répondre à différents niveaux, du microscope jusqu'au macroscope. Alors, si on commence par le côté microscopique, on va dire qu'un certain nombre de travaux scientifiques montrent que pour rester jeune en quelque sorte, ou en tout cas pour vieillir de façon pas trop accélérée,
on a intérêt à dégrader les parties de nos cellules, ou même certaines cellules, qui deviennent inefficaces, on dit sénescentes, hein, qui elles-mêmes vieillissent, et même sont à risque d'ailleurs de cancer, de cancérisation. Donc ça, c'est un processus permanent, et autant on crée des cellules en permanence, alors beaucoup moins avec l'âge, mais on en crée toujours, hein, y compris dans le cerveau, et d'ailleurs c'est un rôle dans la plasticité et la mémorisation. Donc on régénère des neurones, mais bien sûr aussi on en fait disparaître. Et ils ne meurent pas que spontanément, et c'est valable dans tout le corps, c'est pas que propre au cerveau. Eh bien, ce renouvellement cellulaire permet d'éliminer ce qui doit être éliminé. Et donc, on appelle ça l'autophagie, donc c'est je me mange moi-même, alors pas tout le corps bien sûr, mais juste ces cellules qui se font manger pour permettre un meilleur fonctionnement de l'organisme. Et donc, cette autophagie, c'est une espèce un peu de sélection naturelle à l'échelon cellulaire, hein, organisée par notre propre corps, et elle est stimulée par l'absorption de graisses saturées, hein, qu'on a diabolisée à tort avec le cholestérol pendant longtemps, mais elle est aussi favorisée par la cétogénèse. Donc ça c'est déjà un point important. En dehors de ces processus-là, il y a l'activation de molécules entre guillemets anti-vieillissement, ou en tout cas qui permettent un vieillissement non accéléré, qui sont les sirtuines. Donc ça fait partie de ces molécules, on va dire, un peu centrales dans les processus de vieillissement, et qui nous permettent d'éviter un vieillissement accéléré, et donc avec les problèmes que ça peut entraîner, l'augmentation de risque de cancérisation, probablement de maladies neurodégénératives, etc. Donc, à l'échelon moléculaire, il y a un rôle très net de la cétogénèse. Alors il y a un deuxième aspect, on va dire maintenant au niveau cellulaire. On sait que les cellules cancéreuses, pour presque toutes, ont de gros besoins en glucose pour se multiplier vite, 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 vite. Il y a un emballement métabolique. Et parmi donc ces caractéristiques, il se trouve qu'elles ont des difficultés à utiliser les corps cétoniques. Et donc la cétogénèse, que ce soit sous forme d'un régime cétogène, donc un apport fort, ou que ce soit dans le cadre du jeûne, notamment du jeûne intermittent, hein, je jeûne un jour sur deux ou 2-3 jours dans la semaine, ou que ce soit la combinaison du régime cétogène et du jeûne intermittent, dans tous les cas, j'augmente considérablement ma cétogénèse, je diminue mes apports en sucre, en glucides, je diminue mon insuline qui est une hormone de croissance et qui favorise les cancers. Ben là, du coup, je fais exactement le contraire de ce que voudrait la cellule cancéreuse, puisque du coup, je diminue son carburant essentiel. Et donc, il y a même aussi des études qui semblent montrer, alors il faut rester très prudent, qu'il y a un rôle au moins un peu anti-cancer dans certaines tumeurs, notamment certains cancers du cerveau, certaines tumeurs cérébrales malignes. Donc ça, c'est très intéressant à l'échelon cellulaire. Et puis, si on va à l'échelon de l'organisme, il y a cette graisse abdominale qu'on a souvent, alors qui ne se voit pas toujours, hein. Il y a des gens qui ont l'air minces d'extérieur et qui en fait sont complètement gras de l'intérieur parce qu'en fait ils n'ont pas de muscles, leur poids est normal, leur morphologie est normale, mais en fait il n'y a pas de muscles, c'est que du gras. C'est de plus en plus fréquent chez certaines personnes. Et puis il y a tous ceux qui sont en surpoids et qui ont un tour de taille augmenté. Cette graisse-là est très dangereuse, elle fait le lit de toutes nos maladies modernes, cardiovasculaires, les maladies, c'est un nombre de cancers, etc. Bref, c'est vraiment la catastrophe du 21e siècle. Eh bien, là, cette cétogénèse permet de faire fondre véritablement, surtout pour la cétogénèse de jeunes, cet excès de graisse abdominale si dangereuse. Voilà, donc ça, c'est les points essentiels. Et puis, je dirais, tout simplement, au niveau de l'évolution, à l'échelle de l'évolution, donc là, on prend encore un cran au-dessus, eh bien, il y a toujours eu dans les sociétés, depuis le néolithique, des périodes de jeûne au sein de rites religieux, par exemple. Et puis, il y avait aussi, bien avant, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs passaient des jours sans manger, et puis des jours de festin. Il y avait cette alternance, et donc des moments de jeûne, et donc une cétogénèse de déstockage. Au cours de notre alimentation moderne, entre-t-on encore en cétogénèse? Et non, justement, et c'est tout le problème, c'est-à-dire que dans notre alimentation moderne, la grosse difficulté, c'est que nous ne permettons plus cette cétogénèse, d'une part à cause de nos apports, et deuxièmement à cause de l'absence de jeûne intermittent. Pour faire court, il y a le problème, toujours pareil, du quoi manger et le problème du quand manger. En ce qui concerne le quoi manger,
eh bien, notre alimentation est très 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 riche en glucides. Et donc depuis les années 50, progressivement, puis depuis les années 80, on a considérablement augmenté notre ration en sucre, sucre lent, sucre rapide, sucre simple, sucre complexe. Je ne détaille pas, on a fait un podcast dessus et je vous renvoie sur ce podcast. Eh bien, ces glucides, pour lesquels nous ne sommes absolument pas faits, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est une réalité qui maintenant est évidente pour la plupart de nos confrères et chercheurs qui travaillent dans le domaine depuis quelques années, eh bien, ça fait sécréter de l'insuline, et l'insuline, ça permet de faire grandir le corps, donc on a besoin quand on est petit, mais des doses très importantes d'insuline, et ces doses importantes d'insuline empêchent de déstocker, empêchent la cétogénèse, donc déjà une alimentation riche en glucides ne permet pas la cétogénèse, donc ça c'est très clair. Deuxièmement, quand bien même si je ne mange pas de sucre, mais que je me gave de protéines, pour peu que ce soit des protéines qui soient un peu raffinées, là, à ce moment-là, dans des barres de céréales, des boissons énergisantes pour sportifs, etc., derrière aussi, ces protéines vont en fait enclencher le métabolisme du sucre, elles vont être transformées en sucre par néoglucogénèse, et à leur tour vont, dans une moindre mesure quand même, bloquer au moins en partie la cétogénèse. Et puis ça, c'était pour le quoi manger, et en ce qui concerne le quand manger, aujourd'hui on a tendance à faire 3 repas par jour, voire davantage, et donc on n'a plus ces périodes de jeûne suffisants pour faire redescendre l'insuline. Et la durée nécessaire, c'est au moins 15 heures, ça peut être 18-24 heures, ça peut être 36 heures, et donc il est très intéressant de faire de façon épisodique des jeûnes qui peuvent se manifester par le fait de ne manger qu'une seule fois dans la journée, un gros repas, de temps en temps dans la semaine, qui peuvent se faire d'une autre façon, manger tous les 2 jours par exemple, faire ça une fois ou 2 dans le mois tout simplement. Ça peut se faire de différentes façons, et en tous les cas, ce jeûne intermittent extrêmement utile qui permet cette cétogénèse n'est globalement pas pratiqué aujourd'hui. On semble le redécouvrir alors que c'était une évidence en réalité pour nos ancêtres. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, Boris, et merci beaucoup pour votre écoute. Merci Victor, sujet copieux mais fondamental, et à la semaine prochaine pour un prochain podcast. À la semaine prochaine.